Merci beaucoup, merci pour l'invitation et je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Donc bonjour à toutes et à tous. Bon, je vais rester très informel parce que je ne vous connais pas bien et pour vous dire la réalité, je suis très heureux d'être là avec, avec les collègues à mes côtés, mais je ne connais pas bien l'audience et vous allez me guider un peu sur les centres d'intérêt, mais j'imagine que vous êtes en particulier du secteur privé, des plateformes des femmes du G5 Sahel et les jeunes du G5 Sahel, mais c'est très bien, c'est très très bien. Donc écoutez, moi je suis content d'être avec vous, surtout que je me sens vraiment comme un Sahélien de plus en plus. Parce que j'ai eu l'honneur et le privilège en fait d'être au Niger avant de venir ici. Et donc j'ai fait une petite traversée par des contrées effectivement aujourd'hui qui sont en difficulté. C'est un moment très dur dans le Sahel, c'est un moment très dur pour le G5. C'est un moment où on a besoin d'être ensemble et de trouver des solutions. Et c'est pas simple parce que on passe tous beaucoup de temps à essayer de refaire le monde et de se dire mais pourquoi nous en sommes arrivés là et pour un peu essayer de chercher les solutions qui vont bien et qui vont être pérennes, des solutions à court terme qui passent forcément beaucoup par la sécurité quand même parce que sans sécurité on ne peut pas avoir de développement, ça détruit tout. Donc il y a un aspect très sécuritaire dans la réponse. Mais on sait aussi que si on en est arrivé là, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas, qu'il y a beaucoup de causes profondes. Et bon, je suis très heureux de savoir qu'il y a des représentants des jeunes ici avec nous, parce que bien sûr, la jeunesse et le désœuvrement de la jeunesse face à un manque d'opportunités, à un manque d'espoir en fait, clairement fait partie de ces grands défis profonds qui sont là. Il y a d'autres causes. On est là la semaine du changement climatique, on est là la semaine de la COP, la conférence des parties à Sharm el-Sheikh. Bon, moi, j'arrive, comme je vous disais, je suis ici depuis plus d'un an maintenant, mais avant j'étais au Niger et on le voit bien et c'était très présent au Niger, c'est présent ici aussi d'ailleurs, les thèmes qui peuvent être là avec des conflits, par exemple, entre des éleveurs et des agriculteurs. Pourquoi ? Parce que la pression humaine, mais aussi la pression du changement climatique crée une réduction des zones où les animaux peuvent trouver à manger. Et donc, on a des espaces qui sont de plus en plus réduits et on a ces problèmes-là qui est que la partie utile de la terre devient plus réduite et donc on a ces conflits qui peuvent être là entre éleveurs et agriculteurs et qui ensuite sont détournés pour devenir presque des conflits ethniques parfois. Et ça, c'est quelque chose de terrible parce que ça alimente la haine et on connaît tous les dangers qu'on a connus dans tous nos continents. Nous en Europe, dans la Deuxième Guerre mondiale, et vous ici, sur le continent africain, même ces dernières décennies. Donc ces dangers profonds sont là et il faut travailler ces éléments profonds. Et là-dedans, eh bien, le rôle du secteur privé dans la création d'opportunités, elle est absolument, ce rôle est absolument vital. Nous avons ici dans la zone où je fais tout tomber, nous avons des États qui ont des capacités, disons, je suis un diplomate, variables. Voilà, variables. Hein. Attendre tout de l'État, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. L'État peut et doit faire des choses, et doit en premier lieu faire la première des choses, qui est déjà la sécurité. Ça, c'est un rôle régalien fondamental de l'État, mais l'État n'arrivera pas à tout faire. Déjà, si on arrive l'État arrive à travailler pour amener des services de base comme la santé, l'éducation de base et la sécurité, déjà, c'est des choses qui seraient déjà capitales et on sait que les défis sont là. Moi, je connais bien la Mauritanie, je connais bien le Niger. Eh bien, dans un domaine comme l'éducation, les défis sont énormes. Dans le domaine de la santé, les défis sont énormes. Donc, on ne peut pas tout attendre de l'État. Déjà, de bien faire ces rôles-là, de monter en compétence sur ces rôles-là, c'est clé. Mais donc, on a besoin d'un secteur privé qui prenne le relais et qui crée de la croissance. Et la réalité, c'est que si on regarde
les choses de l'autre côté, du côté positif, eh ben, c'est une zone avec des opportunités extraordinaires parce que tout est à faire. Donc, ce qui veut dire, messieurs, dames, pour mon ami américain à côté, there's a lot of low-hanging fruit. Vous savez, quand les gens ont très peu, la réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'opportunités économiques pour amener des services à ces gens-là. Et donc, il faut vraiment travailler cela et que le secteur privé se développe. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que déjà, l'État doit absolument faire beaucoup mieux pour assurer un climat des affaires qui soit propice, qui soit stable, qu'on n'ait pas du jour au lendemain des changements de règlement, des changements dans la fiscalité. Il faut aider les entreprises pour que les choses soient stables, pour qu'ils voient sur au moins 4-5 ans, qu'ils aient de la prévisibilité, de la certitude quant à ce climat des affaires. Et ça, c'est fondamental. À ce moment-là, les entreprises qui ont besoin de gagner de l'argent, qui veulent gagner de l'argent, et c'est une bonne chose, eh bien, ils investiront et ils emploieront des gens. Voilà. Alors évidemment, nous, bailleurs, à côté de ça, on regarde les pays et on se dit, quels sont les domaines où on peut faire quelque chose pour donner ce coup de pouce à l'investissement? Qu'est-ce que ça peut être? Voilà, donc, je pense par exemple à un pays comme la Mauritanie. Nous sommes en Mauritanie là, et c'est le pays évidemment où maintenant je connais le mieux nos programmes parce que je suis ici. On a des investissements structurants très importants dans différents secteurs où on pense qu'ils sont vraiment porteurs pour le secteur privé. Alors, commençons avec des évidences. L'agriculture est une évidence. Il y a des grands espaces, et notamment la vallée du Sud, où il y a beaucoup de terres qui ne sont pas bien utilisées aujourd'hui. Et donc, nous travaillons avec des programmes très conséquents, et on vient de préparer maintenant une grosse rallonge budgétaire pour travailler sur tout ce qui est infrastructure pour aider les agriculteurs. Donc, par exemple, créer des retenues d'eau où les éleveurs vont vraiment pouvoir amener le cheptel pour boire, tout simplement. Alors là, c'est des grosses infrastructures très impressionnantes, et où telle ou telle entreprise ne va pas le faire tout seul. Donc il y a un rôle pour le bailleur ou le gouvernement de venir le faire et apporter certaines de ces infrastructures. Je pense à des périmètres irrigués que j'ai vus ici, que j'ai vus au Niger, où on peut vraiment créer des endroits où l'irrigation est mise en place, où des coopératives peuvent se mettre en place et s'organiser. Mais évidemment, ensuite, les gens doivent s'organiser. Et vous savez, il y a toujours un peu un débat. Il y a toujours un peu un débat entre petite agriculture familiale et des plus grosses entreprises. C'est pas l'un ou l'autre, il faut les deux. Parce qu'il y a de la résilience. Les gens vivent de leur agriculture et c'est bien. Mais il faut aussi voir grand et voir ambitieux aussi. Si on veut, dans un pays comme la Mauritanie, vraiment accroître la production agricole, il faut aussi qu'il y ait des grands ou des moyens, des grands qui émergent, qui sont capables ensuite d'avoir des moyens d'investissement plus grands que la petite agriculture familiale. Donc les deux ont leur place, mais il faut aussi qu'il y ait une place pour les moyens et les grands. Et il n'y en a pas assez aujourd'hui. Il n'y en a pas assez aujourd'hui. Les petits vivent parfois difficilement, et les moyens et les grands, il n'y en a pas assez. Alors, pour que ces moyens, et pour que il y ait de l'émergence là-dedans, il y a un sujet qui revient toujours sur la table. Il y a le foncier, je mets de côté, vous connaissez bien, il y a toujours des sujets fonciers, mais il y a notamment des sujets d'accès au crédit. Les sujets d'accès au crédit sont extrêmement importants parce que sans cela, comment voulez-vous que les petits deviennent des moyens, que les moyens deviennent des grands? Et en particulier, les femmes n'ont pas accès au crédit. Et lorsque nous tournons et l'on voit que les problèmes sont imbriqués entre elles, lorsque nous tournons ensuite dans le pays, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons un tissu bancaire et un tissu de microcrédit trop faible, trop éparpillé. Il n'y a pas assez. Ils demandent trop d'hypothèques, ils demandent trop de garanties. Les gens ne sont pas capables de les apporter. On tourne en rond. Donc, nous, bailleurs, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut essayer d'arriver derrière et renforcer ces structures. On peut le faire tout simplement déjà par de la formation. On peut le faire en aidant le microcrédit et les banques
à être déjà mieux réglementés parce qu'ils seront plus solides. Et s'ils sont plus solides, ils auront moins d'impayés, ils feront une meilleure analyse des risques et ils verront qu'il y a beaucoup de bons dossiers qui peuvent financer, comme ils seront mieux adaptés pour refuser les mauvais dossiers. Mais on peut aussi imaginer, et c'est des choses sur lesquelles nous sommes en train de travailler, nous, côté Union européenne, d'apporter aussi des garanties qui permettent de faire un partage de risques avec les banques dans le déploiement des crédits, pour que lorsqu'on on a quelqu'un face à nous, un entrepreneur est face à nous, si le dossier est bon, il est possible d'avoir un montage où la banque évidemment prend une partie du risque, mais où on va partager une partie du risque au cas où, pour une raison ou une autre, le projet échouerait. Donc, voilà. Donc, quand on touche à un sujet, parfois on a l'impression, comme l'agriculture, voilà, on va parler infrastructure, mais en fait il y a toujours d'autres choses derrière. Voilà. Donc, le foncier et l'accès au crédit, déjà, c'est deux sujets énormes qui sont là et qui retiennent le potentiel sur l'agriculture. Alors, Mauritanie, un deuxième sujet vraiment très évident, c'est la pêche. La pêche, nous sommes dans un pays avec les eaux réputées les plus poissonneuses au monde. Extraordinaire. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons ? Nous voyons que, très simplement, c'est que si vous pêchez et que vous transformez, et transformer, ça peut être très peu de choses, hein. Ça peut être simplement de congeler le poisson, afin de pouvoir le garder congelé. À ce moment-là, vous pouvez l'exporter sur la région. Hein ? Si vous faites ça, la valeur ajoutée et la création d'emplois, elle est majeure et l'entreprise gagne très bien sa vie. Alors, pourquoi ça ne se fait pas assez ? Moi, vraiment, je me pose la question, chers amis. Je me pose la question. Je ne le comprends pas. Donc, qu'est-ce que fait l'Union européenne ? On essaye d'impulser cela avec des actions pilotes importantes qui montrent que ça peut marcher. Donc, nous sommes en train, par exemple, de construire ce qu'on appelle des points de débarquement aménagés en Mauritanie. Ce sont des points à peu près à 100 km au sud et à 100 km au nord de Nouakchott, qui sont des endroits où on amène une capacité de désalinisation de l'eau, une capacité énergétique, une création d'un endroit où le poisson peut être débarqué, nettoyé, transformé, peut-être simplement congelé, peut-être transformé en filet, peut-être magnifique, les Européens, nous on l'adore ça, transformé en ce qu'on appelle, ceux et celles d'entre vous qui connaissent, la poutargue, qui a une haute valeur ajoutée sur les marchés internationaux, aux États-Unis et en Europe. Évidemment, avec la formation incluse dans le paquet pour que les gens sachent le faire, et on le fait dans des villages de pêcheurs, des anciens villages de pêcheurs un peu à l'abandon, et en le faisant, on essaie de faire quelque chose d'intégré avec les autorités, où il y a l'énergie qui est apportée au village, il y a un centre de santé, il y a une école. Donc à ce moment-là, on se dit, si on a un pôle de développement intégré sur ce village, où ils ont une vraie activité forte, où il y a une évidence qui est là, qui est cette capacité de transformation, les choses doivent pouvoir démarrer. Et puis d'autres gens vont le voir, et ils vont être encouragés et se dire, oui, c'est ça qu'on doit faire. En tout cas, nous, on croit que c'est ça qu'on doit faire, parce que, de nouveau, si on le fait pas comme ça, on fait comment ? Parce qu'il faut toujours se dire que le poisson, la mer, de nouveau, on doit être dans quelque chose de durable. Parce que s'il n'y a plus assez de poissons, ça ne marchera pas. Et donc, il y a d'autres choses qui se font parfois qui vident un peu les mers de leur force. Et aujourd'hui, en Mauritanie, malheureusement, on a quelques espèces très importantes qui sont en surpêche. Et ça crée des dangers pour tout le monde. De nouveau, on a besoin d'avoir de la durabilité dans ce qu'on fait. Alors que de la pêche artisanale avec de la transformation, ça crée des emplois et ça peut être durable. Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on travaille ensemble avec les autorités pour assurer que ce cadre est là, que la promotion, et qu'en tout cas, des pratiques qui ne sont pas durables, qu'ils soient vraiment découragés fiscalement, découragés en limitant les captures, etc., et pour aller vers du durable. Donc ça c'est vraiment
un verdissement de l'économie qui est nécessaire. Il faut qu'on ait cet angle durabilité qui soit là. Donc voilà, je vous donne un exemple sur l'agriculture, un exemple sur la pêche où la Mauritanie a tellement de choses. Et puis vous m'arrêtez, hein, je suis en train de parler très longtemps. Et puis je voudrais rester dans la durabilité parce que de nouveau, qu'est-ce qu'on voit? On voit d'extraordinaires opportunités liées à les grands dangers du changement climatique sont là, ils sont terribles. Mais il y a des opportunités qui sont là aussi. Et l'exemple de nouveau mauritanien, il est là sur l'énergie. Parce que ce pays, bon, il a certes du gaz, à court moyen terme, c'est forcément très utile, hein, il y en a besoin, mais ce qu'on voit, c'est un vrai basculement des économies mondiales, et nous en Europe, on est en train de basculer fortement pour forcer la marche, pour aller vers une augmentation massive, obligatoire, réglementaire, vers l'utilisation d'énergies renouvelables. Donc nous sommes le premier marché importateur du monde au niveau énergie, le premier. Nous sommes en dépendance énergétique en réalité. Nous avons assez peu d'énergie nous-mêmes relativement parlant. Nos amis américains ont plus de chance à ce niveau-là. Mais nous, on en avons peu et on en importe beaucoup. Mais donc, on est une opportunité pour l'Afrique. Une grande opportunité. Et pour la Mauritanie, qui a une capacité dans le renouvelable qui est énorme. Déjà aujourd'hui, dans l'éolien et le solaire, c'est en train de se passer. C'est très impressionnant parce que la Mauritanie, messieurs, dames, vous le savez certainement, mais quasiment, je n'ai pas le chiffre exact, mais on est quasiment à 40% du mix énergétique mauritanien qui est déjà issu des renouvelables. Et demain, le grand Eldorado que constitue l'hydrogène vert, si techniquement au final on arrive à trouver industriellement non seulement la capacité de production mais de distribution et de stockage, ça fait partie vraiment des pays phares qui a apparemment, moi je ne suis pas l'expert, mais qui a apparemment tout ce qu'il faut pour que ça marche. Et en plus, c'est pas loin de l'Europe. Donc, quelle opportunité extraordinaire. Donc, là aussi, on travaille avec les autorités, et d'autres le font aussi, pour, d'une part, que le cadre réglementaire soit là pour faire ça de façon durable, de faire ça de façon qui donne de la certitude aux entreprises aussi. Voilà, et je pense que c'est vraiment un intérêt gagnant-gagnant. Voilà. Et alors, moi j'ai déjà été très long. Est-ce que je voulais que j'arrive à une conclusion quelque part? Vous savez, l'Union européenne et nos États membres dans le Sahel et en Mauritanie, au fond, quel est notre intérêt? Qu'est-ce qui nous intéresse, nous? Moi, je vous le dis, vous êtes des voisins très proches. Voilà. Et ce qu'il faut, c'est que les voisins très proches aillent tous bien. C'est ça l'intérêt mutuel. Nous, l'intérêt de l'Union européenne dans un pays comme la Mauritanie, mais dans le Sahel, c'est la prospérité, la stabilité, la sécurité, le développement. Nous, l'intérêt, c'est que ça aille bien. Et je le dis parce que, voilà, on sait très bien qu'il y a de la désinformation qui est là. Les gens racontent je ne sais quoi, mais c'est ça notre intérêt. Nous avons un agenda positif, exclusivement positif. Parce que c'est ça notre intérêt dans notre voisinage, c'est que les choses aillent bien. Parce que si ça va mal chez vous, au-delà de l'altruisme, et parce qu'on veut aider, on est des humains et on veut que ça aille bien, mais même au-delà de l'altruisme, eh bien c'est pas bon pour nous. C'est pas bon, parce que les problèmes n'ont pas de frontières. Les problèmes voyagent, et les problèmes voyagent entre voisins. Voilà. Donc moi je suis vraiment très très convaincu que le secteur privé, c'est fondamental dans le Sahel. On a des États qui sont encore assez fragiles dans plusieurs pays, faut-il le dire, qui ne sont pas capables parfois d'amener des services partout sur leur territoire, et un secteur privé qui arriverait à sortir, à investir, à donner des opportunités aux jeunes, à moyen long terme, ça fait partie clairement des grands ingrédients évidents de la réussite pour sortir de là où on se trouve aujourd'hui.
Donc, nous continuerons à investir beaucoup. Nous allons en Mauritanie, par exemple. On est en train de voir, par exemple, comment mettre en place un club d'investisseurs, avec un club avec des entrepreneurs ici. On est en train de regarder qu'est-ce qu'on pourrait faire. On essaye de pousser beaucoup de choses, tant au niveau de secteurs porteurs. Je donnais les exemples de l'agriculture, de la pêche, de l'énergie, mais aussi en termes aussi de créer des liens entre les entreprises européennes et mauritaniennes, avec comment est-ce qu'on peut le faire, et aussi en travaillant avec le gouvernement sur des grandes réformes horizontales qui peuvent apporter justement un meilleur climat des affaires pour que les entreprises fleurissent. Donc, je m'arrête là, j'ai déjà été très long, mais merci encore et je suis content d'être avec vous. Au revoir.